Santé et bien-être pour éradiquer la pauvreté, santé pour réaliser le développement durable, santé pour contribuer à la croissance économique. Au regard de ces assertions, il ne fait aucun doute, la santé est importante pour le développement d'un pays. Ceci pourrait justifier les propos des experts qui pensent que l'amélioration de l'état d'une population et le développement économique sont étroitement liés. Voilà pourquoi l'Organisation mondiale de la santé relève que les pays doivent absolument placer la santé au cœur de leur politique économique et de développement. Au Cameroun, pays en voie de développement, moins de 10% de la population bénéficie d'une assurance maladie. Les ménages contribuent à plus de 80% au financement de la santé. L'amélioration du système de santé est sinon le principal cheval de bataille de l'invité de ce soir. Alors que la couverture santé universelle est de plus en plus avancée comme solution, lui pense que le système camerounais n'est pas encore prêt. Pour quelles raisons? Il nous le dira dans un instant. Fondateur de l'Institut de recherche pour la santé et le développement, il a reçu en octobre dernier la distinction de meilleur chercheur en santé pour le développement 2019, une distinction attribuée par le Super Prix africain de l'excellence. Le président de la République lui a d'ailleurs accordé une médaille à titre exceptionnel. Né le 30 mai 1987 à Ebolova, région du Sud, il est titulaire d'un doctorat PhD en économie de la santé avec mention très honorable et félicitations du jury. C'était en 2011 à l'université de Chang, région de l'Ouest. Le docteur Albert Zé est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Doriane, merci de m'avoir invité. Alors, vous venez de Yaoundé, j'espère que vous êtes en bonne santé. Hein. Il paraît qu'à Yaoundé, c'est vous qui avez ça à Yaoundé, qu'on a les cas confirmés le coronavirus. Non, nous allons bien à Yaoundé, je vais très bien. Il y a certainement le cas de coronavirus à Yaoundé qui sont en train d'être gérés, 2 cas. Mais la situation n'est pas encore aussi alarmante que ça et je crois que pour le moment, tout va bien à Yaoundé. Justement, vous qui venez de là, est-ce que vous avez ample information là-dessus? Comment est-ce qu'ils évoluent? Ils sont toujours en quarantaine? Est-ce qu'ils sont en voie de guérison? Et la centaine de personnes mises aussi, qui sont placées sur, je dirais, elles ne sont pas en quarantaine, mais sous surveillance. Oui. Pour le moment, les 2 personnes, les 2 cas confirmés sont en isolation, c'est-à-dire qu'en quarantaine. Et maintenant, les autres sont en observation, c'est-à-dire que on essaie de voir tout le temps s'il y a une évolution négative concernant leur santé. Et nous continuons justement aussi à observer de l'autre côté, là où il y a des autres qui sont en quarantaine, pour voir l'évolution de leur cas, parce que vous savez, c'est une maladie qui commence du simple rhume jusqu'à une complication qui peut arriver jusqu'à la mort. D'accord. Alors, on le sait, depuis décembre 2019, l'expression coronavirus est vraiment devenue très célèbre. L'OMS a d'ailleurs reconnu qu'on est en pandémie. Au Cameroun, c'est depuis vendredi dernier qu'on a reconnu avoir des cas confirmés. Alors, quelle a été votre réaction, vous, en tant que citoyen, lorsque, le 6 mars dernier, le ministre de la Santé, dans un communiqué, atteste qu'on a 2 cas de coronavirus au Cameroun? Je crois que, comme tout citoyen, dans un pays qui connaît ce genre de situation et ayant vu déjà comment ça se présente ailleurs depuis pratiquement 2 mois, c'est un premier sentiment de panique, de peur, parce que lorsque nous connaissons un peu notre environnement qui est un peu plus fluide par rapport à ce genre de choses, et il est vraiment important de se retrouver dans un mouvement de panique. Mais je crois que du coup, le ministre a bien fait de faire une sortie pour rassurer déjà les populations, parce que il n'y avait pas que moi seul, il y avait tout le monde qui était dans une certaine mouvance qui, vous savez, lorsque vous voyez des images qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas du tout rassurantes, ça vous met dans un cadre de panique totale. Et du coup, la sortie du ministre a permis de
pouvoir baisser un peu la pression et de calmer les populations concernant toute cette panique. Alors vous qui êtes expert, comment est-ce que, quand on annonce la présence des cas de coronavirus au Cameroun, comment est-ce que vous réagissez? Je crois que à ce niveau, ce que j'ai fait, c'était de faire une tribune que j'ai publiée directement parce que j'estimais que dès le départ, dès l'annonce du coronavirus le 31 décembre 2019, je faisais déjà un peu, je tirais déjà une sonnette d'alarme parce que c'est un travail que je fais depuis, il faut le mentionner, qu'en réalité ici, c'est depuis 2014 que je me suis mise à tirer un peu l'alarme pour dire qu'on peut avoir des épidémies qui se baladent à tout moment parce qu'on a vu la situation d'Ebola qui nous a quelque peu épargnés, mais on n'est pas sûr que tout le temps ce sera fait. Donc du coup, il était question depuis 2014 déjà de préparer une éventuelle sortie d'une autre maladie. C'était très important déjà de le faire et j'avais fait une sortie à l'époque en faisant une publication sur le protocole de prévention des risques sanitaires à travers le monde parce qu'il faut déjà savoir que lorsqu'un seul pays est touché dans le monde, tous les autres pays doivent être en état d'alerte parce que nous sommes interconnectés, quel que soit le cas. Donc du coup, depuis janvier, j'avais déjà commencé à dire qu'il y avait des choses qu'il fallait faire. Et ce qu'il fallait premièrement faire ici, c'était de commencer déjà à éduquer la population. C'est le plus important parce que lorsque vous voyez le dispositif mis en place, qui est un dispositif de contrôle à l'entrée, qui n'est pas aussi mauvais que ça, mais qui démontre en quelque sorte ses défaillances dans tout le monde entier. Ça, il faut le dire. Pourquoi? Parce que nous avons des caméras thermiques qui permettent de voir la température et si vous êtes dans une période d'incubation, vous ne pouvez pas passer sans toutefois être détecté. Donc du coup, c'est très peu, c'est-à-dire c'est très peu efficace pour pouvoir contrer de façon très efficace au niveau des frontières du pays. Donc il fallait déjà commencer à éduquer la population. Parce qu'il fallait savoir une chose, c'est que quel que soit le cas dans cette situation, il faudrait que nous puissions déjà savoir que au final la maladie va entrer. Et comment, lorsque ça va entrer, comment est-ce qu'on va la gérer? Parce que lorsque on s'engage justement donc à mettre sur pied une ligne téléphonique, ce qui n'est pas mauvais, mais il faudrait déjà que la ligne téléphonique serve à quelque chose. Comment est-ce qu'elle va servir à quelque chose? Au cas où la population connaît la menace de façon concrète, c'est à ce moment que je peux dire mon voisin, je le trouve un peu bizarre, ou bien mon enfant, ou bien quelqu'un qui est proche de moi. Et c'est à ce moment que je vais pouvoir appeler. Bon, maintenant, lorsque nous n'avons pas assez d'informations sur la maladie, la ligne rouge qui est définie ne peut pas nous servir à grand chose. Et vous allez voir, certainement, peut-être qu'on va en parler dans la suite, vous allez vous rendre compte aujourd'hui que ceux qui travaillent au niveau de cette ligne rouge vous disent qu'il y a beaucoup d'appels qui sont en quelque sorte des déchets. Parce que les gens ne sont pas suffisamment éduqués sur la maladie et tout ce qui va avec. Donc, c'est un problème qui existe chez nous depuis, mais je pourrais déjà dire que je loue déjà les efforts qui ont été faits jusqu'à présent parce que quand je compare en quelque sorte avec la situation de 2014 avec Ebola, où nous n'avons pratiquement rien fait pour combattre Ebola, c'est Dieu vraiment qui nous a sauvés, mais cette fois, nous voyons qu'il y a un dispositif qui est mis en place malgré encore des défaillances qu'on peut noter à ce niveau. Il y a des communications qui vont aussi avec. Oui, tout à fait. Alors, donc, à bien vous écouter, ça veut dire que c'était prévisible? Oui, je dirais que c'était prévisible parce que lorsque vous avez une maladie qui se déclenche dans un pays, et un pays aussi important que la Chine, vous devez déjà comprendre que coûte que vaille, vous allez l'avoir chez vous. Et tout simplement parce que nous sommes dans un pays, en fait, comme les autres pays africains au sud du Sahara, qui ont une capacité très réduite de pouvoir gérer les risques sanitaires au niveau international. Donc, on devait déjà s'apprêter par rapport à ça et comprendre que ça peut nous atteindre
comme ça ne peut pas nous atteindre, mais c'est mieux qu'on soit suffisamment préparé pour que nous puissions justement donc ne pas avoir des situations très compliquées. Je le dis ici parce qu'il y a une expérience personnelle que j'ai vécue étant beaucoup plus petit et qui après m'a permis de faire une recherche dessus. Alors, en 1994, au sud du Cameroun, il y a eu une maladie qui est apparue et des gens mouraient. Les symptômes de cette maladie, c'était la diarrhée, une diarrhée chronique, des vomissements, l'amaigrissement et le corps qui séchait. Et du coup, les gens n'étaient pas éduqués, ils ne savaient pas ce que c'était. C'est devenu très compliqué et du coup, ils ont trouvé un nom bizarre à donner à la maladie, pensant que c'était quelque chose de mystique et tout ce qui allait avec. Et des centaines de personnes, je pourrais dire même des milliers de personnes sont mortes dans le sud du Cameroun. Quelques années après, pendant que j'essayais de réfléchir un peu, parce que c'est quelque chose qui m'avait marqué, j'ai des proches, des cousins et des cousines qui étaient décédés. Et quelques années après, lorsque j'ai essayé de pousser la réflexion un peu plus loin, je me suis rendu compte que c'était le choléra. Tout simplement le choléra. Mais les populations n'avaient pas d'informations là-dessus. Donc, ils ne savaient pas ce que c'est que le choléra, comment ça se manifeste et comment est-ce qu'on peut sauver la personne. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on a quelque chose d'inconnu, il faut éduquer la population pour que cette population-là puisse être le premier niveau d'intervention sur la surveillance épidémiologique. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce qu'on a eu des communiqués du ministre et des gouverneurs même qui donnaient les mesures préventives. Qu'est-ce qu'il fallait faire en plus? Est-ce que ce sont les populations qui doivent venir dire « Oh, je me sens un peu enrhumé », encore que on sait qu'avec le rhume ici et tout, nous on va au travail. On ne reste pas à la maison. En fait, le rhume ou la grippe, ce n'est pas une maladie chez nous. Tout à fait. C'est banal, quoi. Oui, qu'est-ce qu'on devait faire normalement pour éduquer cette population-là, concrètement? Ce que je dirais déjà, il y a eu plusieurs communiqués, parce que je me rappelle que j'ai fait une sortie justement après le début de l'épidémie en Chine, qui avait commencé déjà à se propager. Et jusque-là, j'appuyais déjà sur ce côté. Pourquoi? Parce que les communiqués se sont faits. Maintenant, combien de personnes lisent les communiqués qui sont faits au ministère de la Santé? Ils en sont combien? Et ces communiqués sont publiés sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas mauvais. Mais quand on sait, vous pouvez aller certainement, il y a un site dont j'oublie le nom, qui donne les statistiques des abonnés sur Internet, sur les réseaux sociaux pour chaque pays. Le Cameroun compte environ 2 millions. On est à environ de 21%. Voilà. Et le reste, et ce n'est pas tout le monde qui est connecté sur la page du ministère de la Santé pour lire les communiqués et tout ce qui va avec. Je dirais ici, vous voyez aujourd'hui, il y a un spot TV qui passe maintenant sur les chaînes. On aurait pu le faire, puisque d'autres pays l'ont fait dès le départ. On aurait pu le faire, vu qu'il y a... Là, on touche une autre partie de la population qui maintenant regarde la télé et tout le reste. On trouve des tranches horaires pour faire passer cette information. Maintenant, il y a autre chose. Il y a le volet promotion de la santé sur le terrain qui se fait, parce que ce qui nous réduit en quelque sorte, c'est qu'on pense que le personnel de la santé est fait juste pour injecter des gens à l'hôpital ou alors s'occuper des malades à l'hôpital. Non, ils ont aussi un volet promotion de la santé dans lequel ils doivent éduquer la population sur les méthodes de santé, sur des éventuels cas comme ce que nous avons aujourd'hui. Je peux vous dire une chose. À Yaoundé, il y a la semaine dernière, j'ai essayé de faire juste une petite expérience, causer avec des gens dans la rue, mais je veux vous assurer que au moins 70% des gens dans la rue ne sont pas au courant de tout ce qui se passe avec le coronavirus. Et c'est très inquiétant. Imaginez-vous à Yaoundé, des gens qui vivent sans information combien de fois dans les zones. Voilà. D'accord. Alors, vous considérez certaines épidémies comme des comptoirs sur le marché mondial. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous. Alors, c'est très simple à comprendre. Ce qu'il faut
déjà savoir, c'est que nous sommes ici dans ce qu'on peut appeler le marché de la santé. Et il est un peu comme tous les autres marchés, que vous voyez le marché des biens et services, vous pouvez avoir le marché des vivres, où on vend des aliments et tout le reste. Et ici, nous sommes dans le marché de la santé. Et vous savez, la particularité d'un comptoir, c'est qu'on peut exposer plusieurs produits. Donc, vous allez vous rendre compte que à un marché précis, vous avez un comptoir, vous avez plusieurs comptoirs qui, maintenant, chaque comptoir peut présenter des produits que celui qui, en fait, est propriétaire du comptoir peut exposer. Alors, ici, j'assimile le coronavirus comme étant un comptoir de plus sur le marché mondial, puisque nous avons un marché international qui fonctionne avec le commerce extérieur international qui existe, les importations et les exportations qui vont avec. Mais ici, le coronavirus devient un comptoir parce que je prends la chose sur le prisme des externalités que ça peut créer. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que à chaque épidémie, ou alors à chaque situation sanitaire, il y a un marché qui se crée tout autour. Je prends l'exemple du VIH-Sida que tout le monde connaît. Lorsqu'il y a eu la propagation du VIH-Sida, il y a eu tout un marché tout autour. Vous avez des antirétroviraux, vous avez des préservatifs, on est même allé jusqu'aux préservatifs féminins. Et puis vous avez plein d'autres choses qu'on peut peut-être ne pas citer ici. Donc vous avez le comptoir SIDA qui maintenant expose ces produits qui sont des préservatifs et tout ce qui va avec. Ça devient tout un autre marché, ça devient tout un comptoir qui vend des choses. Sur le marché du coronavirus, ça fonctionne également de la même manière. Vous avez vu, dès que... Masques. Exactement, comme des masques aujourd'hui. Vous voyez, il y a des masques aujourd'hui, qui coûtaient, par exemple à Yaoundé, je vais vous prendre un exemple, des masques tout simples qui coûtaient 200 francs, qui sont aujourd'hui à 700 francs. Vous voyez, donc c'est tout un marché qui s'est créé, tout un comptoir où on a des masques, on a des caméras thermiques qui se vendent à tout bout de champ. J'en ai la mienne à la maison déjà. Donc il y a également les solutions. Voilà, vous voyez que tout ça. Et puis maintenant, ceux qui sont en laboratoire actuellement sont en train de réfléchir sur une éventuelle solution qui peut apporter un traitement. C'est tout un autre produit sur le comptoir. Donc du coup, ceux qui tirent suffisamment bénéfice de cette histoire, ce sont des pays développés qui ont compris qu'on peut tirer profit des externalités de cette histoire. Et du coup, vous voyez par exemple, en mi-janvier, il y a l'un des cofabricants de Apple, de iPhone, qui s'est dit cette année, ils vont se focaliser sur la fabrication des masques de luxe. Vous vous imaginez? Ça veut dire que eux, ils essayent d'apporter, de tirer une externalité positive de la chose. Et c'est ce que les autres pays essayent de faire aujourd'hui. Même en France, aujourd'hui, il y a des masques de luxe qui sont pratiquement à 100, je pense, 149 €. Vous vous imaginez, avec des filtres à air qu'on change toutes les 30 minutes, je pense bien. Donc vous voyez, eux, ils essayent justement donc de tirer profit du malheur qui court dans les rues. Par contre, les pays d'Afrique sont ceux qui tirent le plus des externalités négatives. C'est-à-dire qu'ils sont totalement des consommateurs de cela parce que les autres produisent et eux, ils sont obligés de subir le marché. Donc voilà pourquoi en quelque sorte j'ai parlé du coronavirus comme étant un nouveau comptoir sur le marché de la santé, sachant déjà que nous avons le paludisme qui est un comptoir, le VIH-Sida et les autres. Mais lorsque vous parlez comme ça, est-ce que ça ne donne pas l'impression que le coronavirus n'est pas une maladie en tant que maladie? C'est comme si c'était une fabrication pour se ramener des sous? Non, je ne prends pas déjà ce volet. J'évite de le faire parce que je n'ai pas des évidences, des preuves là-dessus. Mais je dis de façon naturelle, lorsque une situation sanitaire se déclenche, ceux qui sont plus développés
tirent profit de ça parce qu'eux, ils comprennent qu'à toute situation, ils doivent tirer ce qui est bon. Mais dans cette situation, même en tirant ce qui est bon, je pense que ceux qui payent le plus lourd tribut jusqu'à présent, c'est ces mêmes pays, puisque c'est là-bas qu'on a le plus grand nombre de morts. Mais je crois que là, c'est pour une fois. Oui, c'est vrai que quand même ça sort de l'ordinaire. Peut-être que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Dieu a pensé encore à nous. Alors, qui est donc... On va retenir quoi? C'est l'Afrique qui est la principale cible de ces comptoirs-là? Je ne dirais pas que l'Afrique est une... Je dirais pas que l'Afrique est une principale cible. Je dirais juste que l'Afrique a un problème de gestion des épidémies et des politiques de santé. C'est un problème très important en Afrique parce que lorsqu'on regarde en quelque sorte comment l'Afrique fonctionne, on est toujours en train de courir sur l'urgence alors qu'on peut constituer des systèmes de santé permettant de pouvoir faire face à ces situations. L'Afrique et même le Cameroun, davantage je vais prendre le cas du Cameroun, on a pu quand même juguler une épidémie comme la polio. On a eu Ebola, vous avez dit que Dieu nous a sauvés, mais bon, Ebola était jusqu'en RDC, c'est pas arrivé chez nous, donc on peut quand même dire que des efforts sont faits. Vous savez, Ebola existe en RDC depuis les années 70. C'est l'un des plus grands foyers d'Ebola. Le deuxième, je crois qu'il est au Gabon. Et ce qui est arrivé justement en 2014 au niveau du Libéria, vous avez vu comment ça a décimé le Libéria. Oui. Au point où aujourd'hui le président libérien dit ouvertement que le Libéria est sur le point de disparaître de la carte du monde. Parce qu'il n'y avait pas de dispositif pouvant faire face. Et c'est pourquoi aujourd'hui je voudrais également encore que les gens comprennent que la communication de minimiser le coronavirus n'est pas une bonne communication. Ce n'est pas une bonne communication. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend l'exemple dans les années 1900, je pense 1950, quelque chose comme ça, où on a eu la peste. La peste a décimé pratiquement 25 millions de personnes en Europe et après ça a disparu. Et quelques années après, ça a réapparu et ça a fait 100 millions de morts dans tout le monde entier. Donc, minimiser un inconnu comme le coronavirus, ça ne nous apporte pas véritablement, ça ne nous fait pas bénéfice parce que on ne sait pas dans quelle forme ça peut revenir. La preuve, Ebola qui a eu lieu en 2014 au Libéria était une souche modifiée. Modifiée, oui. Vous comprenez qu'on est dans un monde en mutation. Même les autres cellules, les autres êtres vivants se modifient également. La preuve, le coronavirus existe depuis. Et le coronavirus 2019, qu'on a baptisé Covid-19, est une nouvelle version. Donc on devrait faire attention. Les pays africains devraient faire attention. Si aujourd'hui nous sommes épargnés, nous devons plutôt utiliser cette opportunité pour pouvoir bâtir des systèmes de santé capables de faire face aux risques sanitaires. D'accord. Alors, quand vous parlez de système de santé, ça me ramène à ce que vous pensez que nous ne sommes pas prêts. Alors, quand vous dites que nous ne sommes pas prêts, quel est l'état des lieux que vous avez fait? Quand vous regardez, ça veut dire que tout va mal? Je ne dirais pas que tout va mal, sinon nous tous nous serons déjà morts, forcément. Mais je dis, tout ne va pas mal, mais ça va mal. Ça, il faut le dire. Il faut le dire de façon claire. J'ai souvent eu l'habitude de dire aux gens que le fait de souvent chercher à dire que tout va bien ne nous permet pas d'avancer. Il faut savoir faire des évaluations concrètes dans ce qu'on a fait. Et ça nous permet de voir plus clair pour l'avenir. Je dis cela parce que dans mes travaux de PhD, j'avais fait une évaluation de la capacité des systèmes de santé d'Afrique de pouvoir faire face à une situation comme Ebola, comme coronavirus. Et à ce moment, j'avais fait un peu de mathématiques, j'ai calculé, j'ai monté un indice de résilience des systèmes de santé et il s'est avéré que
les systèmes de santé d'Afrique n'ont pas cette capacité. Et il faut donc aller voir dans leur constitution propre pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. La première des choses, c'est que ce sont des systèmes qui sont suffisamment mal structurés. Il faut revoir la structure. Il faut rentrer dès le départ. Et faisons cas spécifique, faisons focus sur le Cameroun. Exactement. Oui. Je dirais donc qu'il y a un problème de structuration du système de santé camerounais. Si on s'en tient à ça, puisque je viens de faire une publication dessus. Et le principal problème donc, dès le départ, c'est cette structure qui n'est pas du tout bonne et adaptée à l'environnement socio-économique du Cameroun. Et ça, je l'explique de façon très simple. Vous avez plusieurs types de systèmes de santé. On a le type centralisé et le type décentralisé. Alors, à chaque type de système de santé, on a également une catégorie dans laquelle elle doit se situer. Soit bien organisé et pays développés, soit pas bien organisé et pays développés, ou alors il y a plusieurs combinaisons. Maintenant, il y a des systèmes qui ont une particularité, que ces systèmes peuvent fonctionner dans le double, c'est-à-dire de façon combinée, centralisée et décentralisée, comme le système de santé français. Maintenant, ce qui nous tue premièrement, c'est que nous avons fait ce qu'on appelait à l'école l'application bête et méchante des formules mathématiques. Nous avons copié la France de façon intégrale parce que notre système, il fonctionne de façon mixte, décentralisée et centralisée. Mais le problème qui se pose, c'est que nous ne correspondons pas à la même catégorie au niveau de développement que la France. Ce qui fait que nous avons un système qui est censé fonctionner de façon très optimale, mais qui n'a pas de ressources. Vous comprenez? Donc du coup, on tourne comme si on était dans une boue. Vous voyez par exemple un véhicule qui est embourbé. On tourne là et on cherche des solutions. Du coup, on ne peut pas s'en sortir. Il faut déjà d'abord comprendre quelle est la définition de la structure de notre système de santé. C'est le plus important d'abord. C'est à partir de ce moment, c'est pourquoi vous allez voir aussi que lorsque nous fonctionnons dans cette structure mixte, copiée intégralement sur le système de santé français, vous allez vous rendre donc compte que nous avons beaucoup de goulots d'étranglement au niveau de la gestion des finances publiques de santé. Pourquoi? Parce que le système, la structure mise en place ne correspond pas avec le niveau de développement du pays. Il faut redéfinir les choses pour qu'on puisse déjà commencer à voir par la suite comment ça va se passer. Notre niveau de développement nous demande d'être dans quelle catégorie? Centralisé ou décentralisé? Le principe est simple. Nous pouvons aujourd'hui décider, n'est-ce pas, de faire un système de santé centralisé et je le préfère même centralisé, où le ministère de la Santé a les décisions et contrôle de façon assidue le système de santé. C'est encore important parce que nous sommes dans un pays pas très développé où les mentalités sont encore beaucoup plus rétrogrades. Il faudrait donc qu'on ait une instance qui définit la politique de santé et qui veille sur cette politique de santé. Mais maintenant, il faudrait qu'on se retrouve donc dans une autre catégorie qui est celle d'un pays en voie de développement et dont le système est pas encore ou alors très peu organisé. Et c'est à ce moment donc qu'on rentre donc dans l'organisation du système de santé. Et dans cette organisation du système de santé, je mets ceci, je mets les défaillances, je mets en exergue ici les défaillances des différentes politiques de santé qui ont été mises sur pied. Quand je le dis, c'est pourquoi. Vous vous rendez compte que nous sommes dans un pays comme le Cameroun, où la majeure partie des politiques de santé ne correspondent pas à l'environnement socio-économique. Je vais vous expliquer. Nous avons eu les résolutions d'Alma-Ata, nous avons eu recouvrement des coûts, nous avons eu santé pour tous en l'an 2000, nous avons eu les stratégies sectorielles et tout ce qui va avec. Mais
pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas la question quel est le résultat positif qu'on a tiré? Aucun. Aujourd'hui, on ne parle plus de santé pour tous. On vous parle aujourd'hui de couverture santé universelle. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait l'autopsie des autres politiques de santé? Tout simplement parce que nous sommes dans une situation où nous importons des politiques de santé qui ont été fabriquées, je ne sais dans quel laboratoire, et qu'on impose à tous les pays d'Afrique subsaharienne. Et nous acceptons. Mais nous n'avons pas jusqu'à présent le courage de nous poser la question pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et on voit des gens qui continuent à élaborer des politiques qui viennent d'ailleurs et tout ce qui va avec. Et c'est ça le véritable problème qui fait de la mauvaise organisation de notre système de santé, qui fait qu'à un moment, on ne peut pas tirer profit exactement de tout ce qu'on est en train de vouloir faire. Parce que quand vous n'avez pas une bonne structure et vous n'avez pas des politiques adaptées à votre environnement socio-économique, il sera très difficile de produire des résultats positifs tels qu'on le veut. Alors, vous parlez beaucoup de politique de santé. Selon vous, ce qui est appliqué en ce moment n'est pas bon. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque vous dites qu'il faut faire l'autopsie des anciennes, vous, est-ce que vous l'avez fait? Et qu'est-ce qui coince? Quels sont les goulots d'étranglement que vous avez pu déceler? Voilà, je vais encore revenir, je vais expliquer un peu pourquoi est-ce que je dis que c'est depuis nous avons des résultats pas très probants. Il y a quelque chose, premièrement, que je décris et je suis en train de faire une publication dessus. Ce sont les indicateurs de santé que nous utilisons, qui ne nous donnent pas la situation réelle de ce que nous vivons. Je prends tout simplement le taux de mortalité. Alors, on va vous dire, les courbes, elles sont là, elles existent même sur Internet, sur le site de la Banque mondiale. Vous pouvez aller consulter. On vous dira que le taux de mortalité dans un pays comme le Cameroun a baissé, suffisamment baissé, de 1960 en 2017 par exemple. Sauf que ce taux de mortalité ayant baissé cache une forte mortalité. Lorsque vous faites maintenant la courbe de la mortalité, vous voyez qu'elle est extrêmement croissante. Ça veut dire que pendant que nous jubilons sur le taux de mortalité qui a baissé, il y a une forte mortalité qui est cachée par derrière. Comment ça, expliquez-nous? C'est-à-dire ceci. Vous voyez, tout va sur la base des formules. Vous avez le taux de mortalité qui est simplement la mortalité sur la population totale. Oui. Alors, il suffit un seul instant que la population croît plus vite que la mortalité, on a un taux de mortalité qui baisse. Pourtant, la mortalité n'a pas baissé. Vous comprenez un peu? Effectivement. Donc, du coup, on a un taux de mortalité qui baisse parce que la croissance démographique a été importante, mais en réalité, la mortalité n'a pas baissé. Donc, on se retrouve en train de camoufler quelque chose de très important, un phénomène très important par derrière. Donc, il y a d'abord ce problème qu'il faut examiner. Il faut suffisamment examiner ce problème. Donc, du coup, on a un problème qui est simple. Vous avez dit l'autopsie, il faut le faire. Et ça, il faut le faire. Aujourd'hui, lorsque vous avez le système de santé camerounais, regardez un peu. Même celui qui n'a pas l'œil d'un expert, celui qui n'a pas fait des études dessus, vous allez vous rendre compte d'une chose. Premièrement, il y a une chose qui me choque le plus dans ces histoires. C'est le fait qu'un individu entre à l'hôpital et ses photos sont sur Internet. Ça montre toute la défaillance du système de santé. C'est pas normal du tout. C'est pas du tout normal. On ne devrait pas trouver des photos de quelqu'un qui est en contact avec le système de santé hors de ce système de santé ou alors hors de l'unité de production des soins qui est l'hôpital. Ça, c'est déjà quelque chose de grave. Je ne vais pas revenir sur le cas malheureux qu'il y avait eu à Douala où on a vu quelqu'un être éventré au sein de l'hôpital par un homme personnel. Il y a des choses comme ça. Maintenant, lorsque vous voyez un système de santé où vous avez des gens qui sont prisonniers dans un hôpital parce qu'ils n'ont pas pu régler leurs factures, ça c'est un problème. Je vais résumer cela en trois parties qui représentent ici les trois objectifs du système de santé. Le premier objectif, c'est préserver
et ou améliorer la santé des populations. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que pour un système de santé, un individu malade est l'échec du système de santé. Le système de santé doit se rassurer que les individus ne soient pas malades. Ça, c'est le premier objectif. C'est-à-dire que lorsque vous avez déjà des gens qui vont à l'hôpital pour une prise en charge, le système de santé n'est pas bon du tout. Maintenant, on peut rattraper ça avec une prise en charge qui est adéquate. Deuxième des choses, deuxième objectif, la réactivité, traiter les individus et leur entourage en humain de façon digne. C'est ça que c'est pour cela que j'ai été un peu dur une fois, parce que j'ai apprécié la nouvelle vision du ministre de la Santé, l'humanisation des soins. Oui. Ça relève de l'objectif 2 du système de santé, la réactivité du système de santé, traiter les individus avec dignité. C'est très important. Parce que si vous ne traitez pas un individu avec dignité, il ne viendra plus. Il ne viendra plus. Et voilà un potentiel mort et qui, en réalité, va causer des conséquences économiques dans la société. Ce qui n'est pas du tout appréciable. Parce que tout ce que la santé fait, c'est participer au développement économique, au même titre que l'éducation. C'est pour cela qu'on les appelle des facteurs de capital humain, la santé et l'éducation. Parce que c'est ça qui crée justement donc la richesse d'une certaine manière dans la société. Alors, on ne devrait pas se retrouver avec des individus lorsque vous arrivez à l'hôpital. Parce que la réactivité du système de santé, traiter les individus avec dignité, c'est un concept très large qui commence dès l'entrée de l'hôpital. C'est-à-dire que la visibilité de l'hôpital, l'enseigne de l'hôpital, l'environnement, les comportements. J'ai souvent déploré quelque chose, de savoir que vous êtes à l'entrée d'un hôpital et on vend les cercueils. Vous vous imaginez quelle morale quelqu'un qui va à l'hôpital et qui entre à l'hôpital voit des gens en cercueil. Je vous assure, c'est quelque chose de traumatisant. Parce qu'on se pose la question, est-ce que je vais revenir vivant? Vous comprenez un peu? C'est très important. Maintenant, la troisième position, qui est celle le troisième objectif, qui est la protection financière. C'est-à-dire que le système de santé se doit de protéger les individus contre les coûts liés à leurs finances, à leur santé. À leur santé, oui. Protéger, ça veut dire que le système de santé doit te faire dépenser le moins possible. Parce que le système de santé ne voudrait pas aggraver la pauvreté et les écarts dans la société. Il faudrait donc que le système de santé protège les gens contre les coûts financiers. Mais nous avons un système de santé où on trouve des gens qui sont incarcérés dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas pu régler des factures. Donc, vous voyez, c'est très simple tout le monde peut faire cette évaluation, cette autopsie, et se rendre compte que nous sommes en face d'une situation très urgente qu'il faut gérer. Mais lorsque vous faites cette autopsie-là, ça veut dire que le problème de fond, quel est le problème de fond? Les prisonniers dans les hôpitaux parce qu'ils ne peuvent pas payer. Bon, je mets à côté d'abord les vendeurs de cercueils. Peut-être aussi c'est parce qu'il y a la morgue à côté qu'ils préfèrent venir vendre le cercueil. Là, c'est pas pour justifier, hein. C'est parce que très souvent dans la configuration, on voit qu'il y a la morgue à côté, du coup le vendeur de cercueil s'installe là à côté. Mais lorsque vous faites cette autopsie-là, quel est le problème de fond? Est-ce les finances? Est-ce la politique donc de santé? Je dirais, comme tout à l'heure je le disais, premièrement, il y a cette structure du système de santé qu'on peut peut-être d'abord mettre de côté, mais également le problème de l'organisation. Parce que je vais vous prendre un exemple très simple. On nous dit généralement la carte sanitaire s'est améliorée. Bon,
on a envie de bien croire que la carte sanitaire s'est améliorée. Ce qui n'est pas faux, puisque quand on va dans le décompte, lorsqu'on va dans le décompte des centres de santé créés, des hôpitaux créés, on se rend effectivement compte que le nombre, il a évolué. Mais sauf que, ici, il y a un problème qui se pose. Le problème qui se pose, c'est la qualité de la carte sanitaire. Moi, je n'ai rien contre l'hôpital de référence de Samelima, je n'ai rien contre ça. Mais je vous dis, c'est un gâchis qu'un hôpital de cette envergure soit à Samelima. Il devrait être où? Où on a, sur les 3 mois, moins de 100 personnes qui y vont. Alors qu'à Yaoundé, on a des besoins. À Douala, il y a des besoins. Vous vous imaginez. Comment est-ce que vous allez comprendre que un hôpital comme celui-là, super équipé, moi j'y étais, je suis allé voir, que quelqu'un quitte Douala pour y aller? C'est paradoxal. Ça veut dire que le système de santé ne le protège pas contre les coûts financiers. Parce que dans la constitution, ou alors le calcul des coûts de santé, on met les coûts indirects qui sont liés au transport et tout le reste, hébergement et des gens qui vous accompagnent, le temps même mis à l'hôpital. Donc vous voyez, il y a un problème de carte de santé. Il y a autre chose que j'ai vu dans une localité au centre que je n'ai pas envie de citer. Sur 5 km, vous avez 3 centres de santé. Vous vous imaginez. Tout simplement parce qu'on va vous dire qu'il fallait contenter des élites politiques et on a fait des centres de santé. Ok, mais dans mon village, je fais 30 km, je parle de mon expérience dans mon village, je fais 30 km sans voir un centre de santé. Et je vous assure, mes tantes, mes cousines, elles accouchent encore dans la cacaoyère. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on fait... Il y a, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des indicateurs de santé qui ne nous avancent pas et qui ne nous donnent pas la réalité de la situation. Donc, lorsque on revient maintenant dans le cadre, par exemple, des insolvabilités, alors, j'ai bien expliqué cela l'année dernière lorsque le ministre avait libéré les insolvables. Et je l'avais dit, je l'assume, je dis, c'est une solution de très court terme, mais qui peut être très nocive pour le système de santé. Je le dis pourquoi. Parce que il faut comprendre le fond. Pourquoi est-ce qu'on a des individus insolvables à l'hôpital? Il faut comprendre le problème de fond. Et c'est en comprenant le problème de fond qu'il faut justement donc s'attaquer à ce problème. On peut se dire, ok, pour recommencer, on libère les gens. Mais ça ne devrait pas être la solution au problème. Je le dis parce que à l'hôpital, il y a ce qu'on appelle la demande induite. C'est comme ça qu'on l'appelle en économie de la santé, la demande induite, qui est une demande, puisqu'il y a 2 demandes. Lorsqu'un individu va à l'hôpital, il y a la demande propre de l'individu qui va pour ses soins, mais maintenant, le personnel de santé peut créer une demande qu'on appelle la demande induite. C'est-à-dire que vous arrivez, vous donnez vos symptômes, c'est-à-dire vous vous faites diagnostiquer, et maintenant, le personnel étant celui qui a des informations, qui maîtrise mieux les informations sanitaires, peut maintenant créer en vous une demande. Je prends un exemple. Vous arrivez à l'hôpital et que vous présentez tous les symptômes du paludisme. Au CA première, nous sommes dans une zone de palu et premièrement, la première chose qu'on doit vous faire, c'est un examen de palu. Mais on vous demande d'aller faire l'examen de VIH, aller faire un examen de ceci, aller faire un examen de cela. On vous bombarde, par exemple, une ordonnance de 10 examens que vous allez partir faire. Parce que ce que je voudrais dire aux gens et à ceux qui nous écoutent actuellement, c'est que en Afrique, personne ne va à l'hôpital sans argent dans la poche. Ceux qui n'ont pas d'argent ne vont pas à l'hôpital. Ça, c'est une réalité. Moi, j'ai fait le terrain là-dessus. Les gens savent. Et même lorsque vous voyez dans des zones reculées, lorsque un individu veut envoyer sa femme et ses enfants à l'hôpital, il s'apprête pendant longtemps. Lorsque la femme est peut-être enceinte, il s'apprête pendant longtemps. Il sait que non, tel moment, il va envoyer sa femme à l'hôpital. Mais maintenant, lorsque
cet individu arrive et on lui demande, ayant déjà payé le transport, étant venu avec un garde malade qu'il faut nourrir et soi-même se nourrir, ayant déjà maintenant aussi fait une batterie d'examens qui ne servent à rien parce que la vérité c'est que celui qui est en face de vous sait que ça ne sert à rien. Et je vais vous expliquer pourquoi ça se fait tout à l'heure. Alors, cet individu revient avec des examens qui sont suffisamment négatifs. Et c'est à ce moment qu'on lui dit en dernière position, allez faire l'examen de paludisme. Lorsque vous allez faire l'examen de paludisme et qu'il s'avère positif, vous vous retrouvez donc en face d'une situation de santé qu'il faut gérer. Comment vous faites? Vous commencez à être traité, mais vous ne pouvez pas finir votre traitement parce que votre argent est fini dans des futilités. Et pourquoi est-ce que ça se fait? Tout simplement parce qu'il y a une loi des finances, j'oublie l'année, ça doit être 2000 ou 2002, qui dit que les formations sanitaires doivent fonctionner avec 100% de leurs ressources, de leurs recettes hospitalières. Ça veut dire qu'il y a une partie qui va dans les quotes-parts du personnel, c'est-à-dire une rémunération additionnelle du personnel, et l'autre partie va dans le fonctionnement de l'hôpital. Vous comprenez donc que nous sommes là dans une situation où le personnel se dit, plus nous aurons des recettes, plus nous aurons des quotes-parts. Vous comprenez un peu? C'est là où tout le problème est créé. Et du coup, on est prêt à surfacturer, on est prêt à estorquer tout le monde parce qu'il faut des quotes-parts, sachant que le personnel n'a pas un niveau de vie adéquat. Donc vous comprenez là que lorsque on s'attaque à ce véritable problème, qui a d'autres ramifications, on va trouver une véritable solution que de libérer les gens. Et libérer les gens peut également créer une autre externalité négative qui est celle d'éduquer la population selon laquelle ils diront nous allons à l'hôpital, on sera soigné et le ministre va nous libérer. Encore que le ministre ne passe pas dans tous les hôpitaux tous les jours. Mais justement, je voudrais m'arrêter sur ce volet prisonnier dans les hôpitaux là. Parce que ici à Douala, on a vécu aussi cela lors d'une tournée du ministre de la Santé. Il a libéré certaines patientes. Il y avait une dame qui avait fait 1 mois. Son bébé avait déjà 1 mois à l'hôpital. Ils étaient prisonniers, entre guillemets. Mais dans les coulisses, certains médecins disaient, quand il libère, l'hôpital va fonctionner comment? Exactement, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Est-ce que là, le geste, ça veut dire que le ministre, lui aussi, n'a pas mesuré son geste? Je dirais ici que il était en face d'une situation urgente parce que ça commençait en fait à être suffisamment compliqué parce que les hôpitaux commençaient à devenir suffisamment pleins de prisonniers, entre guillemets. Et je me rappelle qu'une fois, il y a France 24 qui était même déjà venu faire un reportage dessus. Donc c'était une situation qu'il fallait gérer en urgence, mais on gère l'urgence, mais il faut savoir comment est-ce qu'il faut trouver des solutions durables. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant aussi, il y avait autre chose, puisque cette situation a forcément généré des externalités négatives qui, aujourd'hui, sont sur le point, par exemple, d'exploser. Vous savez qu'il y a le personnel qui est en train de menacer. Tout simplement, pourquoi? Parce que, vous savez, les recettes hospitalières de l'année T servent à l'année T+1. Ça veut dire que lorsque nous collectons cette année, ça va servir les quotes-parts de l'année 2021. Vous voyez un peu. Donc du coup, vous voyez que l'année passée, il n'y a pas eu toute cette grogne, mais cette année, ça commence à peser parce que les gens ne se retrouvent plus dans leur quote-part et c'est parti dans la libération des prisonniers qui, entre guillemets, étaient à l'hôpital. Alors, quand on comprend bien, on se dit que finalement, c'est davantage le volet social qu'il faut aussi relever. C'est-à-dire que le médecin qui accepte de faire un examen sachant qu'il ne sert à rien, il y a un peu le social qui est... Bien sûr, qui l'a quitté. Le côté humain. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne peut pas aussi comprendre le médecin parce que
après 7 ans d'études, il a peut-être 150 000 francs de salaire. C'est ce que j'étais en train de dire. Je disais, cette demande... Là, qu'est-ce qu'il faut donc faire? On rentre voir le ministre des Finances. Cette demande, justement, cette demande induite a créé et a d'autres ramifications tout autour. C'est-à-dire que ça a d'autres causes. C'est-à-dire, la première cause, c'est justement celle-là. De savoir que vous avez un personnel de la santé qui ne vit pas au niveau normal qu'ils doivent vivre. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte d'une chose. Que j'ai essayé de regarder les statistiques et je vais vous dire une chose. Le nombre de médecins camerounais qui est à l'extérieur est incroyable. Je dis incroyable. On estime à Paris seulement, dans la ville de Paris. Dans la ville de Paris, on a plus de médecins camerounais que tous les médecins qui sont au Cameroun. Vous vous imaginez. Tout simplement pourquoi? Parce que tous ces gens ne se retrouvent pas. Après tant d'études, vous allez vivre comment? Il y a la famille, il y a tout ce qui va avec. Donc il y a ce problème qui existe. Il y a ce problème de fond. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui également, quand vous voyez dans ce qu'on appelle l'arrière-pays, mais il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'hôpitaux. Parce que je me rappelle la dernière fois lorsque je travaillais au centre Pasteur, j'ai croisé deux infirmiers qui étaient chefs de centre de santé. Et il y a un qui a démissionné quelques jours après mon passage. Et il me disait qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Tout simplement pourquoi? Parce que il était dans un centre de santé où il n'avait pas de dotation annuelle qui venait du ministère, c'est-à-dire que la subvention de l'État, il n'en avait pas. Et quand j'ai essayé de regarder un peu le centre de santé, je vais vous dire une chose. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple pour que on nous comprenne plus facilement. Vous voyez des tables qu'on met généralement dans les salles de classe pour les enseignants. D'accord. C'était ça, en fait, la table d'accouchement dans ce centre de santé. Je vous dis, c'était incroyable de voir ça. Incroyable. Et le monsieur, il a dit, lui, il ne peut pas venir risquer sa vie de cette manière. Et il préfère rentrer au village, aller faire l'agriculture. Vous vous imaginez, voilà tout un personnel. Il a fermé le centre. Maintenant, l'autre, c'était une jeune dame qui n'était pas dans son village. Elle avait été affectée, je crois, c'est à 70 km d'Esseux, ceux qui connaissent un peu Yaoundé et ses environs. Donc à 70 km d'Esseux, sachant déjà d'abord qu'Esseux c'est à des kilomètres de Yaoundé. Donc elle y vivait. Elle avait une dotation annuelle de 10 000 francs CFA. Et à l'époque, quand j'y étais, elle avait un salaire de 51 300 francs CFA. Et il n'y avait pas de médicaments dans le centre de santé. Il n'y avait aucun matériel. Il fallait qu'elle supplie de temps en temps les gens au village pour qu'on vienne faire le nettoyage. Elle vivait dans le centre de santé. C'est ça qui est la réalité de la vie de ce personnel de santé. Et je lui avais posé la question, pourquoi elle y reste? Elle me dit, si je pars, ces gens feront comment? Et comment elle faisait pour soigner les gens? Dans son argent de salaire, elle allait en ville, elle payait des médicaments et elle revenait pour soigner les gens. Et parfois, elle ne rentrait pas dans ses fonds parce que quand quelqu'un arrive, tellement mal en point, et elle soigne, s'attendant à ce que la personne viendra plutôt régler. La personne ne règle plus. Et elle vivait dans ce cercle infernal. Ce que j'avais juste vu, c'était l'amour du métier et l'amour des personnes qui avaient en face. Donc, ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger, puisque je vous parlais dès le départ, par exemple, des préalables qu'il faut pour un certain nombre de choses, pour aller vers une politique de santé comme la couverture santé universelle. Parmi ces préalables, les derniers préalables, c'est qu'il faut un personnel en nombre suffisant, bien formé et motivé. C'est très important. Très bien. Selon vous, après cet état des lieux-là, qu'est-ce que vous pouvez proposer, vous qui êtes un expert, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour améliorer donc nos politiques de santé? Voilà. C'est ce travail que je viens de produire dans mon nouvel ouvrage qui est bientôt sorti. Donc, il était question déjà de faire cette évaluation
et maintenant proposer des mesures. J'ai fait premièrement cette proposition à l'échelle à l'échelle continentale, c'est-à-dire que les 48 sous-systèmes de santé en Afrique, donc dans 48 pays, j'avais fait ce travail, je l'ai publié en 2015, et maintenant j'ai voulu faire un travail spécifique pour le cas du Cameroun. Et c'est ça qui est en train d'être publié. L'ouvrage sera disponible dès la semaine prochaine. Donc, il est question ici, premièrement, de se focaliser sur les objectifs. Parce que vous savez, dans la vie, lorsque on n'est pas focalisé sur les objectifs, on ne peut pas produire des résultats. Parce qu'on dit généralement qu'on ne peut savoir où on va que lorsqu'on sait où on va exactement. Donc, il faut se fixer cet objectif et savoir quelles sont les méthodes qu'il faut mettre sur pied pour que nous puissions arriver à ces objectifs. Donc, moi, j'ai résumé mes propositions sur les 3 objectifs que j'ai cités tout à l'heure. Et sur ces 3 objectifs, je suis entré en profondeur pour essayer maintenant donc de donner des actions à chaque objectif à atteindre, des actions précises qu'il faut. Je vais prendre ici un cas très simple. Le cas très simple est celui, par exemple, des médicaments de la rue. Et j'avais présenté les résultats de cette étude dernièrement en Côte d'Ivoire. Et j'avais remarqué, en fait, comme on dit souvent chez nous, qu'il y a un proverbe chez nous qui dit « Lorsque vous trouvez étrange la position du cadavre, changez de façon de pleurer ». On a souvent combattu les médicaments de la rue. On les a souvent combattus de façon ardue, brûler les médicaments, traquer ceux qui les vendent et tout le reste. Mais sauf que ça devient comme, je ne sais pas, vous voyez par exemple un arbre, vous venez vous couper les branches. Vous coupez les branches de l'arbre et vous restez tranquille. Vous vous dites oui, on a coupé les branches, on a coupé, parce que là ça ne va plus nous salir ici. Mais l'arbre, ça va repousser. Ça va repousser. C'est ça le problème aujourd'hui. Et je dis, c'est une histoire qu'on peut combattre. Tout simplement pourquoi le bon combat le mauvais. Vous estimez que le médicament de la rue est mauvais, mettez sur pied le bon. Vulgarisez le bon. Je prends un exemple. Moi, je suis allé travailler à Hawaï en 2015. Sur la route d'Akonolinga, pour ceux qui connaissent Yaoundé et tout le reste. Et dans plusieurs autres localités dans le pays. Mais je vais vous dire une chose. Il est très rare de trouver une pharmacie dans certaines localités, oui, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans la petite ville. Et il n'y a que ces gars de la rue qui ravitaillent les patients. Vous vous imaginez donc que si vous êtes, par exemple, plus loin que mon village, qui déjà n'a pas de centre de santé ou quoi que ce soit, et qui a le premier centre de santé est, je pense, à 90 km des Boulova, et que il me faut acheter un médicament et trouver que je vais acheter un médicament qui est bon. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je prenne la voiture, faire toute une route où la voiture passe une seule fois la journée. Et si je rate cette journée, mon patient va mourir ou quoi que ce soit. Donc vous voyez que tout le système mis en place est de telle sorte que nous puissions aller vers les médicaments de la rue. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réhabiliter l'offre de santé. Et c'est ce que je suis en train de dire, parce que moi je suis économiste de la santé et je sais que dans un marché, on régule le marché généralement en améliorant l'offre. Lorsqu'on améliore l'offre, tous les mécanismes, la loi de l'offre et de la demande qui jouent sur le prix vont jouer également comme cela se doit. Il faut améliorer l'offre de santé, il faut suffisamment la structurer, l'organiser, afin que nous puissions avoir une offre de santé de qualité abondante et que les populations puissent justement donc en tirer profit. Et les coûts aussi, parce qu'aller à la pharmacie, très souvent on se dit qu'à la pharmacie ça va coûter cher. Oui, bien évidemment, mais ce que je vais vous dire ici, c'est que j'ai également fait une petite observation. Entre pharmacies, il y a également des disparités de prix. De prix, oui. Mais c'est une, j'ai envie de dire, c'est une abomination. Vraiment, permettez-moi le mot. Je le dis parce que le marché de la santé ne fonctionne pas comme tous les marchés. Le marché de la santé est un marché différent où il n'y a pas de concurrence pure et parfaite.
où les prix sont lissés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix sont fixés. Il y a une grille de prix qui est définie par le ministère du Commerce et du ministère de la Santé, qui doivent se retrouver dans tous les étalages, vous voyez, et que à partir de ce moment, tout ce qui est comme, je ne sais pas comment je peux dire, tout ce qui est comme étalage de vente de médicaments ou alors des équipements de santé ou de produits de santé doit nécessairement supporter la même situation, c'est-à-dire le même prix. Mais lorsqu'on se retrouve dans un marché où nous avons dans un établissement A un prix X et que dans un établissement B, le même produit se retrouve dans un prix Y, ça commence à coincer et généralement, comme ce sont le personnel qui connaît, qui a l'information, ils vont vous dire non, ici c'est le générique, alors que mais moi j'ai fait cette expérience, un même produit que j'ai trouvé dans 2 pharmacies de Yaoundé avec une différence de 3 725 francs. Alors que fait le ministère du Commerce et de la Santé pour réguler ces prix? Il y a même un autre exemple, docteur. Il y a des produits, on vous dit, celui-ci c'est pour l'Afrique, celui-ci c'est pour l'Europe. Oui, effectivement, il y a une grosse différence. Évidemment, je vais vous dire, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, par exemple, mais les plus bons antipaludiens, on les trouve en France et qui coûtent un petit carton à 65 000 francs CFA, c'est-à-dire que 100 euros. Mais ce qu'il y a ici, je pourrais dire, c'est le vrac. Donc, vous comprenez que tout ça, ce sont des politiques que le pays doit normalement avoir à élaborer de façon précise et pouvoir donc protéger les populations. Parce qu'il faut mentionner ici que l'objectif, c'est de protéger la population. C'est ça l'objectif. Il ne faut pas qu'ils tombent malades, parce que quand ils vont tomber malades, ils vont dépenser. Au cas où ils sont déjà malades, il faudrait qu'ils dépensent le moins possible. On continue dans les propositions que vous faites pour notre système de santé camerounais. Voilà. Autre chose, j'ai parlé tout à l'heure de la situation des insolvables que j'ai expliqué tout à l'heure. Moi, je pense ici que l'une des mesures à prendre déjà, si peut-être, mais je crois que ça doit être de façon simultanée, revoir en quelque sorte le niveau de vie du personnel. Moi, j'ai souvent dit que lorsque on regarde, tout le monde se bouscule pour travailler à Yaoundé-Douala. Tout le monde se bouscule parce qu'on sait qu'au moins à Yaoundé et à Douala, on pourra avoir par exemple un voisin qui est tombé malade, on peut lui donner des soins à domicile et être payé un peu pour essayer d'arrondir les fins du mois. Je crois qu'il faut déjà trouver une solution pour ce personnel qui en réalité vit des moments très difficiles. Ce sont des gens qui laissent en quelque sorte toute leur vie au service de la population. Il faut tenir compte de ça. Il ne faut pas seulement tenir à les blâmer, mais il faut les comprendre également. Lorsqu'on l'aura fait, je crois que la deuxième disposition ici est celle de revoir en quelque sorte la loi qui autorise aux établissements de santé d'utiliser les recettes hospitalières. Il faut revoir ça dans le fond pour qu'en fait il n'y ait plus une corrélation significative entre les quotes-parts et les recettes hospitalières. À partir de ce moment, on n'aura plus de gens qui gonflent les caisses de l'État pour avoir des quotes-parts. Alors, que pensez-vous de la couverture santé universelle? C'est pas une solution? Alors, la couverture santé universelle, je l'ai toujours dit et je reste sur la même position depuis des années. J'ai eu vent de ce projet lorsque j'étais à la Banque mondiale. J'étais dans un projet à la Banque mondiale où on évaluait le circuit de financement de la santé au Cameroun. Alors j'ai eu vent de ce projet qui m'avait intéressé parce que, il faut le dire, c'est une politique de plus qui est importée. C'est une politique importée parce qu'elle est inscrite dans le cadre des ODD, des Objectifs de développement durable. Sachant déjà que les OMD ont lamentablement échoué en Afrique et dans beaucoup d'autres pays, nous sommes allés vers les ODD sans toutefois faire une évaluation concrète de nos échecs et de nos erreurs.
Et nous avons opté pour cette éventualité et ces projets. Je le dis simplement parce que j'ai l'habitude d'expliquer des choses de façon simple. La première chose, c'est que lorsqu'on parle de couverture santé universelle, la couverture santé universelle est une cible au même titre que l'émergence. C'est-à-dire, nous disons, en 2035, nous voulons être émergents. Alors, la couverture santé universelle également, c'est une cible. C'est-à-dire, nous voulons atteindre une couverture santé universelle dans laquelle les individus pourront aller à l'hôpital comme ils veulent, sans toutefois tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Ils doivent être traités dignement, à moindre coût. Exactement. Donc, la première erreur qu'il y a eu, et je continue à le dire, c'est que nous avons pris le projet de couverture santé universelle. Nous avons pris la couverture santé universelle comme un projet. Et comment est-ce qu'on devrait la prendre? On devait prendre cela comme étant une cible. Voyez-vous, lorsque nous nous sommes fixés la cible d'atteindre l'émergence en 2035, nous nous sommes donné un document de stratégie pour pouvoir faire un pas vers l'émergence. Vous comprenez? C'est la même chose. Nous concevons que nous allons atteindre une couverture santé universelle à tel horizon et nous faisons maintenant, nous mettons sur pied des politiques de santé qui nous permettent d'aller vers cette couverture santé universelle. Ça, c'est la première des choses. Mais j'ai compris en quelque sorte pourquoi est-ce que les uns et les autres ont pris cela comme un projet. Tout simplement parce que là, on n'était pas en face d'une couverture santé universelle, mais plutôt en face d'une couverture maladie universelle qui est une assurance maladie. Vous comprenez? Donc, ça a été, t'as dit couverture santé universelle, mais le contenu est le contenu d'une assurance. Une assurance, oui. Vous comprenez? Alors, à ce moment, on peut se dire, bon, ok, tout le monde peut se tromper sur le titre, mais allons voir le contenu. Mais il se pose un problème très simple. Je veux bien, moi également, aller à l'hôpital, ne pas payer de façon exorbitante et se faire bien soigner et rentrer à la maison. Tout le monde a besoin de ça. Personne ne peut le refuser. Et c'est ce que j'ai souvent dit aux gens, que si on en parle, ce n'est pas parce qu'on est en face d'une situation que nous refusons, parce qu'on ne refuse pas le bien. Mais ce qui se pose comme problème, c'est que nous allons vite et nous oublions que Santé pour tous en l'an 2000, c'était pratiquement le même contenu. Vous comprenez? Je vais expliquer pourquoi je le dis. Je prends un exemple simple. Vous voyez au quartier une maman qui fait ses beignets, qui produit des beignets. Et elle a la capacité de produire 100 beignets. Et on suppose que 100 beignets, c'est pour une demande de 100 personnes. Ça veut dire qu'une personne achète son beignet et le prix du beignet, c'est 25 francs. Alors, ce qui se pose comme problème, c'est que cette maman est en face d'un marché, c'est son marché, le marché des beignets, mais elle a un problème, c'est qu'en face d'elle, elle a 150 personnes. Vous comprenez? Ça veut dire qu'elle ne peut satisfaire que 100 personnes. Elle a un gap de 50 personnes qui ne peuvent pas être satisfaites. Alors la question, quand on est dans un déséquilibre d'un marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rééquilibrer le marché. Pourquoi? Parce que en rééquilibrant le marché, la loi de l'offre et la demande s'active directement. Ça joue sur le prix. Parce que en économie, pour tous ceux qui ont fait économie, savent que lorsque l'offre augmente, le prix va baisser. Alors du coup, on vous dit donc qu'au lieu que nous nous asseyons pour réfléchir sur comment travailler sur l'offre, pour l'améliorer, on vous dit plutôt que non, restez tranquille, à travers une politique comme la couverture santé universelle, nous allons plutôt baisser le prix. Vous comprenez un peu? Alors, on se retrouve avec une politique pareille, on baisse le prix qui était de 25 à 15 francs. Ça, nous sommes dans l'exemple. Sauf que la baisse du prix va créer un boom et va déséquilibrer davantage le marché. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez baissé le prix,
Du coup, il y a une demande supplémentaire qui naît. Il y a des gens qui ne pouvaient pas payer le billet à 25 francs, qui désormais, qui avaient 15 francs, mais ils ne pouvaient pas aller vers la maman qui vend les beignets parce qu'ils n'ont pas le prix éligible. Et du coup, se retrouvent en train d'être éligibles sur le marché. On se retrouve avec une demande qui monte à 200, 250. Avec une production statique qui est de 100. Vous comprenez qu'il y a un déséquilibre qui est beaucoup plus accentué. Et à ce moment, le système de santé commence à subir énormément. Imaginez-vous, nous avons une densité médicale de 0,8 médecins pour 10 000 habitants, même pas un. Et si maintenant ça passe au double, comment ces médecins font? Vous voyez qu'un médecin, si il pouvait recevoir 100 personnes, il se retrouve dans les mêmes conditions en train de recevoir 200 personnes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. C'est pour cela que j'ai toujours dit une chose, c'est que ne faisons pas les choses parce qu'on nous les impose. Nous pouvons arranger notre système de santé, améliorer l'offre de santé d'abord. Et la suite sera une évidence. Donc là, vous avez déjà dit que le système n'est pas prêt. Tout à fait. Il faut commencer par quoi? La ressource humaine, les infrastructures, les financements, par quoi est-ce qu'il faut commencer? Je vais commencer par vous répondre au niveau des financements parce que beaucoup de gens sont focalisés sur des recommandations de l'OMS et de la Commission macroéconomique de santé qui avait exigé dans les années 2000 qu'il fallait absolument que chaque pays donne 15% de son budget à la santé. Nous sommes à pratiquement, je pense, en moyenne à 5% depuis beaucoup d'années. Et moi, je dis, je ne suis pas d'accord avec ça jusqu'à présent. Pas parce que je ne voudrais pas qu'on donne plus d'argent à la santé, mais je dis, je ne suis pas d'accord avec ça parce que ce qui est là n'est pas déjà d'abord géré. Je le dis parce que, ayant été dans un projet de la Banque mondiale où je devais vérifier le financement de la santé au Cameroun, comment est-ce que le financement qui arrive au niveau central arrive jusqu'au fond, qui est le système, le centre de santé intégré. Parce que dans les coûts, dans le coût total de la santé, il y a l'apport du ménage ou alors de l'individu et il y a également la contrepartie que l'État met sur pied. Alors quand vous avez un centre de santé qui a une dotation de 10 000 francs, annuels, et que un directeur d'administration centrale, je n'ai rien contre eux, qui, ayant un véhicule en pleine forme, se voit en train d'être octroyé un autre véhicule. Vous comprenez qu'il y a un problème de gestion. Il y a un problème de gestion parce que à partir de ce moment, le centre de santé qui est censé prendre les individus en charge n'a pas de ressources, n'a que 10 000 francs, pendant qu'on est en train d'acheter un véhicule de 100 millions, à un directeur d'administration centrale qui a un véhicule qui fonctionne. Vous comprenez qu'il y a un véritable problème de gestion. C'est pour cela que moi je dis, avant que nous puissions voir l'amélioration de la cagnotte de la santé, il faudrait déjà d'abord qu'on voit la qualité de gestion. Qu'est-ce qu'on en fait? Je connais, il y a d'autres dépenses. Vous voyez, on écrit un rapport au niveau central à 8 millions de francs CFA. Comment ça? Ça, c'est des justificatifs. Ce sont des données que nous avons eues lorsque j'étais à la Banque mondiale. À 8 millions de francs CFA, on vous dit on a rédigé un rapport à 8 millions de francs CFA. Alors, pendant que le centre de santé a 10 000 francs de dotation, qui doit prendre en charge une bonne partie de la population, parce qu'il y a des zones où vous avez pratiquement un centre de santé sur 40 km. Comment ce centre de santé fonctionne? Est-ce que ce centre de santé peut se faire des recettes sans qu'il y ait des éléments pour produire les soins de santé? C'est ça la véritable question. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire ici que si aujourd'hui le traitement du paludisme gratuit prôné par le chef de l'État n'a jamais donné, c'est à cause de ce genre de situation. Donc, il faut premièrement que la gestion du financement de la santé soit
véritablement, pas peut-être à 100% parce qu'on aura toujours des déchets, mais il faudrait que ce soit dirigé véritablement vers des besoins. Et je crois que ici, ça démontre à suffisance déjà l'échec qu'on peut déjà envoyer du côté à l'actif de notre budget programme. Parce que logiquement, le budget programme devrait apporter une solution à ce problème, où on devrait financer les besoins des populations à la base et non de s'asseoir comme ça et d'envoyer 10 000 à quelqu'un de façon aléatoire et ne pas envoyer aux autres. Et généralement, cette dame dont je parlais tout à l'heure qui recevait 10 000 francs, il fallait qu'elle se déplace et qu'elle fasse les 70 km pour arriver à Isseux pour prendre les 10 000 francs CFA. Vous vous imaginez un peu le calvaire. Donc, il y a tout ça qui a comme problème dans cette affaire. Maintenant, par la suite, il faut absolument que l'offre de santé soit améliorée. Quand je parle de l'offre de santé, nous sommes dans un pays où on n'a même pas un médecin pour 10 000 habitants. Ce n'est pas normal. Quand vous regardez un peu ce que la Chine vient de faire, construire un hôpital en 10 jours, d'une capacité de 1000 patients, et ils ont alloué à cet hôpital environ 1200 médecins. Vous vous imaginez. Donc, un seul hôpital, comme celui de la Chine, a la moitié de tous les médecins du Cameroun. Il faut comprendre cela. Il faut qu'on aille vers cette offre de soins qui est capable et abondante dans l'étendue du territoire. Il faut également que cette carte sanitaire soit de qualité, qu'on ne retrouve plus des endroits où des gens peuvent marcher des kilomètres pour aller à l'hôpital. Ce n'est pas possible, même si aujourd'hui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand je parlais de la couverture santé universelle ou alors de l'assurance maladie, imaginez-vous un seul instant qu'on dise aujourd'hui que les accouchements sont totalement gratuits et que la femme, ma cousine qui est au village, doit quitter 30 km à pied pour aller à l'hôpital. Vous voyez qu'on n'a pas allégé sa tâche. Du tout. On n'a pas allégé sa tâche parce que les coûts indirects seront plus énormes en fait. Les coûts indirects seront plus énormes et à un moment donné, on aura l'impression que l'accouchement coûte un peu plus cher que d'habitude. Et c'est souvent ça le problème. On a souvent eu ce problème. Allons-y sur le cas de l'éducation. Dès le moment où on a dit que l'éducation de base était gratuite, ça a créé d'autres ramifications parce que le système n'était pas prêt. On n'avait pas mis des garde-fous pour ça. Et aujourd'hui, on a l'impression que les coûts d'éducation de base sont de plus en plus importants que lorsque c'était payant. Donc c'est de ça qu'il s'agit en quelque sorte. Et il y a plein d'autres choses dont on peut certainement parler dessus. Et je me dis certainement vous allez avoir l'ouvrage et vous en saurez plus. Peut-être avant l'ouvrage, vous avez parlé des financements, les ressources humaines, les infrastructures alors. Bien évidemment que les infrastructures, nous avons suffisamment avancé dans les infrastructures. Pour ça, il ne faut pas quand même avoir du mal à le reconnaître. Nous avons suffisamment avancé. Mais moi, j'ai souvent eu l'habitude de dire une chose. C'est que, premièrement, nous avons des infrastructures, mais les voies d'accès aussi. Je prends un exemple. Je me retrouve en face d'une situation un jour où il y avait au niveau de Omnisport Yaoundé, que tout le monde connaît, au niveau du stade Omnisport Yaoundé, il y avait un monsieur qui était rentré d'Europe et qui, à un moment donné, fait un accident au niveau du stade Omnisport. Il faut l'amener d'urgence à l'hôpital général qui n'est pas loin de là. Ouais. Mais le monsieur, il est mort dans les embouteillages en Ngoussou, pour ceux qui connaissent Ngoussou. Pas parce qu'on ne pouvait pas le sauver, mais parce que les voies d'accès à nos établissements sanitaires causent problème. C'est pourquoi moi j'ai dit une chose, et nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables aujourd'hui, vous voyez, dans tous les grands carrefours, nous avons des postes de police. Nous pouvons également avoir des unités d'urgence. Ça ne vaut pas grand-chose. On peut le faire. Si, un seul instant, on réussit à assainir la gestion de nos finances,
et les allouer directement aux priorités, on peut le faire. Ce n'est pas sorcier. Pour que, à un moment donné, on puisse avoir à gérer des cas beaucoup plus urgents, et je suis allé même un peu plus loin dans les établissements scolaires de nos enfants, pour qu'on n'ait plus des cas où on transporte un enseignant d'un Colbusson jusqu'au CHU qui finit par mourir d'hémorragie, alors qu'on pouvait le sauver dans une unité quelconque. C'est possible qu'on le fasse. Ce sont des choses très simples qu'on peut imaginer et qu'on peut mettre sur pied. Maintenant, il y a plein d'autres choses, comme par exemple les infrastructures. Moi, je dis généralement que c'est mon avis personnel et je le défends. Et je l'ai toujours défendu. Je crois qu'il y a des hôpitaux au Cameroun aujourd'hui qui sont périmés. Je prends l'exemple de l'hôpital central. Vraiment, que ceux qui défendent cette histoire m'en excusent. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est plus question aujourd'hui de moderniser nos infrastructures. Parce que quand vous avez un hôpital comme l'hôpital central, il y a d'abord un premier principe. Un premier principe qui est le principe de la valorisation du foncier. C'est-à-dire que quand vous avez un espace foncier, au fur et à mesure que le temps passe, il se valorise. Et à un moment donné, il faut mettre des infrastructures adéquates à la valeur de ce foncier. L'hôpital central ne devrait plus exister comme cela. Et lorsque on avait mis sur pied le Curie, j'avais dit que le Curie va vous démontrer directement que l'hôpital central est périmé. Parce que le principe, il était simple. On lève l'urgence au centre des urgences et on le transfère directement à l'hôpital central. Mais on lève l'urgence au centre des urgences. Au moment d'aller à l'hôpital central, on vous dit qu'il n'y a pas de place. On commence à chercher dans toute la ville. Et vous voyez donc que quelqu'un qui sort de l'urgence, qui commence à se balader dans toute la ville sans soin, peut redevenir directement une urgence plus forte. Vous comprenez? Donc, je continue à le dire. Aujourd'hui, il est possible qu'on puisse raser cet hôpital et faire un hôpital digne de son nom. C'est possible. Ce n'est pas l'argent qui manque au Cameroun. Ça, il faut le dire clairement. C'est juste que notre argent, il est un peu dissipé dans beaucoup de choses. Et puis, moi, je pense que tout cet espace, même avec le Cancic qui est tout autour, on peut rendre tout cet espace en un hôpital digne de son nom, pour que nous puissions déjà avoir une unité vraiment d'urgence, ou alors une unité sanitaire de qualité à Yaoundé. Même à Douala, on peut le faire. Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que on voudrait absolument garder les vieux bâtiments, parce que je le dis parce que j'ai longtemps enseigné derrière l'hôpital central à l'école des infirmiers. C'est là où j'ai commencé ma carrière d'enseignant en 2010, et j'ai souvent vu ce qui se passe là-bas. Je vous assure, vous attrapez plus facilement un paludisme à l'hôpital central qu'à l'extérieur. Tout simplement parce que tout est périmé. Tout est périmé. Et il faut revoir cela. Et je dis, nous pouvons faire mieux en termes d'infrastructure. Nous pouvons améliorer la qualité de la carte sanitaire et pouvoir également l'agrandir comme cela se doit. Alors, il faut revoir le ratio hôpital-population. Tout à fait. Les centres d'urgence, des unités d'urgence pour éviter peut-être les bouchons ou quoi que ce soit. Et les fuites des cerveaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Les fuites de cerveau relèvent d'une seule chose, de la gestion du personnel. C'est de la gestion du personnel. Vu que lorsque vous avez un personnel, moi je pense qu'aujourd'hui j'ai 10 promotions d'infirmiers que j'ai enseignées dans 2 écoles différentes. Et je ne suis pas sûr qu'il y a 10% seulement qui ont été absorbés par la fonction publique. Vous imaginez. Donc, il y a certains qui veulent même, à un moment donné, s'offrir le luxe de créer leur propre centre de santé, mais les conditions sont difficiles. Et je connais maintenant aujourd'hui une bonne masse d'entre ces gens qui se sont retrouvés à l'extérieur, qui sont partis parce que l'extérieur tend les bras à ces gens. Je vais dire une chose ici, peut-être qui va surprendre les gens. Nous avons une formation qui est très bonne.
Je ne le dis pas parce que je suis un formateur. Enseignant. Oui. Je le dis parce que je sais ce qui se passe sur le terrain. Mais tous ces gens se retrouvent en train d'être accueillis par les autres parce qu'on sait que nous avons une formation qui est bonne. Et quand ils y vont, ils font véritablement carrière. Et il y a autre chose que je vais vous dire dans la gestion du personnel. Vous savez, lorsque on est personnel de la santé, on devient plus bon au fur et à mesure que le temps passe. Parce que dès le départ, moi j'enseigne des statistiques inférentielles aux infirmiers. Dès le départ, ce qui se produit, c'est quoi? C'est que la médecine n'est pas exacte. Ce n'est pas une science exacte comme les mathématiques que moi j'aime bien. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on fait des expériences qu'on commence à comprendre que quand j'ai en face de telles situations, voilà ce qui peut se passer. Alors, vous allez vous rendre compte qu'on a plus besoin d'un gars qui a déjà 30, 25 ans d'expérience que celui qui vient de sortir. Et c'est à ce moment, je crois que c'est à 55 ans, qu'on leur demande d'aller se reposer pendant qu'on a véritablement besoin d'eux. Parce qu'à ce moment, il est capable de résoudre un problème sans toutefois voir le patient parce qu'il a déjà été dans cette situation à plusieurs reprises. 30 ans plus tard, il est 1000 fois plus meilleur que lorsqu'il commençait. Et c'est à ce moment qu'on leur demande donc d'aller vous reposer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans d'autres systèmes de santé qui, eux, reconnaissent que l'expérience est la plus importante dans la médecine. Qu'est-ce qu'il faut donc, comment je vais dire ça? C'est-à-dire que, de façon résumée, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que de façon résumée, pour sauver notre système de santé, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la CSU, nous ne sommes pas prêts. J'ai pas envie de dire on est prêt nulle part. Parce que, de façon générale, on est un peu nanti côté infrastructure. Parce que cela, il n'y a plus rien. Je crois que nous sommes prêts. Nous sommes prêts si c'est dans le cadre de relever l'offre de santé. Nous sommes prêts. Nous pouvons le faire. Nous avons la ressource qui va avec. Il faut juste que les uns et les autres, ceux qui peuvent prendre des décisions, prennent au sérieux le problème de la santé. Moi, j'ai envie de dire aux gens, et chaque fois que je parle de la santé, on a parfois l'habitude de dire je décris trop les problèmes de santé, mais je fais partie de ceux-là qui croient fermement que nous pouvons y arriver. Et je le dis pourquoi? Parce que moi, dans ma programmation, j'avais fait un algorithme il y a quelques années. Il suffit de 11 années et nous sortons notre système de santé de là où il est. Je dis 11 années. Il suffit qu'on se fixe des objectifs, on les atteint année par année de façon séquentielle et on sort de là. Cela est résumé dans votre livre? Dans le premier livre. D'accord. Est-ce que vous l'avez transmis à, j'ai envie de dire, à qui de droit? Ce que j'avais fait à l'époque, c'était avec l'ancien ministre. Je ne sais pas si c'était arrivé. Plusieurs fois, j'ai fait des propositions. Je ne sais pas si c'était arrivé. Ce que je peux apprécier déjà maintenant, c'est que le nouveau ministre, il est à l'écoute. Il a un souci réel de faire bouger les choses. Et je crois que il faut lui donner de la matière. Et c'est ce que je me suis résolu à faire, en quelque sorte, en produisant d'abord cet ouvrage et en améliorant encore d'autres aspects que j'estime être intéressants pour que nous puissions sortir de là. Donc je disais que j'avais fait... Oui, j'avais fait cet algorithme sur les 11 années. Et heureusement que lorsque j'expliquais cela aux gens, il y a une équipe de la Banque mondiale qui était venue d'Oxford dans le cadre de l'élaboration du financement de la santé, de la stratégie de financement de la santé, et qui avait fait le même algorithme. Ils sont tombés sur les mêmes résultats. Mais ils avaient utilisé une autre méthodologie que moi. On est tombé sur les mêmes résultats sur 11 années. Expliquez-nous un peu, c'est-à-dire la première année, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'en fait, ici, on résume la chose sur deux volets. Le premier volet est le volet de la performance du système de santé. Il y a plein d'indicateurs là-dessus qui interviennent.
Et puis maintenant, le deuxième volet, c'est le financement. C'est-à-dire qu'on va sur les deux volets. Parce que ce que moi je propose aujourd'hui, c'est une approche systémique. C'est-à-dire qu'on a souvent eu l'habitude de gérer les cas de santé de façon comment je peux dire, séparée. Et ça cause problème parce que là où nous sommes, quand on parle de système, c'est un ensemble d'entités qui sont liées. Ce qui fait que lorsque vous avez donc une situation dans un système et que vous gérez de façon séparée, vous allez vous rendre compte que lorsque vous avez géré à ce niveau, ça peut créer, en fait, là où c'est défaillant, peut créer encore un problème là où vous avez géré. Donc, il faut y aller de façon groupée, même si ça doit nous prendre du temps, même si ça doit nous prendre de l'énergie, mais il faut qu'on aille avec des objectifs de façon groupée. C'est pour cela que je parle d'un niveau de performance et d'un niveau de financement de la santé. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs concernant la performance du système de santé qu'il faut atteindre à chaque année ou alors même de façon trimestrielle ou séquentielle. Il y a des indicateurs de suivi qui sont bien expliqués dans ce que je présente, qui font à ce que, à partir de ce moment, on peut voir rapidement là où ça ne donne pas. Les autres l'ont fait, puisque j'ai souvent l'habitude de le dire. Vous pensez un seul instant qu'un système de santé comme celui de l'Espagne, qui est le premier système de santé au monde aujourd'hui en termes de performance, a écrit un projet de couverture santé universelle? Non, c'est pas vrai. Ce sont des gens qui ont justement donc fait ce genre d'algorithme où ils savent que nous devons atteindre tel objectif de façon séquentielle et se rendre compte de l'évidence et de la rigueur qu'ils doivent mettre sur pied pour y arriver. Je vais vous dire une chose. En 2000, la France était le premier système de santé dans le monde en termes de performance. Mais aujourd'hui, en 2019, le dernier classement, la France est pratiquement, je crois, 13e ou 15e. Vous comprenez que les autres ont compris ce qu'il fallait faire et ils le font plus bien aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant que le Cameroun était parmi les 20 derniers en 2000 et en 2019, ils sont toujours parmi les 20 derniers. Mais on est toujours dans une promotion où on va vous dire non, on va faire santé pour tous en l'an 2000 et après on va réchauffer autre chose qui va nous créer. Nous sommes à la CSU. Et je voudrais préciser que lors du dernier congrès de l'Ordre des médecins, le ministre de la Santé a parlé de 2020. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas y croire? Nous sommes en 2020. Et je vais vous dire, je vais vous donner le principe du projet CSU. Le principe, c'est que il faudrait avoir une caisse et les populations doivent cotiser à hauteur de, je crois, environ 300 milliards de francs CFA. Donc, lorsque ce sera cotisé, donc vous et moi, en fonction de nos activités, chacun va cotiser pour ce projet. Donc, la première phase doit être dans les 350 milliards par là, je crois bien si je ne me trompe pas. Et nous sommes en 2020. Est-ce que vous avez vent d'une certaine cotisation de CSU? Je ne crois pas. Moi, à mon niveau, je n'ai pas vent de ça. Maintenant, par la suite, il y a ce qu'on a appelé un panier de soins qui avait été défini et dans lequel on supposait ou alors on estimait qu'on pourra faire des opérations des yeux dans les centres de santé intégrés. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'un centre de santé intégré, oui, bien sûr, qui fait des soins avec la lampe où il n'y a pas d'électricité. Est-ce que ce sera possible de le faire? Ça, je ne sais pas. Maintenant, lorsque vous devez aller à l'hôpital et que vous avez déjà cotisé, vous devez être pris en charge. Il faut qu'on vous définisse un circuit du patient, comment vous allez vous comporter, quel sera ce que vous aurez à faire. Est-ce que vous avez vent de ça? Personne n'a vent de ça. C'est pour dire que le projet, en quelque sorte, n'est pas encore évoqué. Donc, ce ne sera pas en 2020? Du moins, je ne crois pas. Sauf si ça va me surprendre, en fait. On espère. Alors, vous qui êtes expert en santé et développement, je rappelle que vous êtes le meilleur chercheur en santé pour le développement en 2019. Vous avez d'ailleurs reçu une médaille à titre exceptionnel du président de la République. Est-ce que, selon vous, à l'horizon 2035, on sera sorti de l'auberge? Quelle sera notre situation? Moi, je crois que
on peut être sorti de l'auberge même avant. Ça, je vous dis, il faut juste qu'on ait des acteurs dynamiques et qui savent là où on va. Moi, je pense qu'avant 2035, on peut. Le Cameroun est ce pays qui a tellement de potentialité, tellement de cerveau que nous pouvons tout faire. Et j'ai souvent dit une chose à mes amis, que c'est lorsque le Cameroun se trouve dos au mur qu'il réagit efficacement. Et je crois que lorsqu'on va se mettre dans un mode urgence de façon permanente et que nous aurons des acteurs permettant de nous amener vers ces objectifs, je crois qu'avant 2035, nous sommes capables de le faire. Ça, j'en suis très sûr. Le docteur est économiste, oui, à la base. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au volet santé? Alors, je m'intéresse au volet santé depuis que je suis beaucoup plus jeune, avant d'être économiste en fait. Parce que je dois le dire ici que j'ai voulu à un moment donné être médecin, mais les choses n'ont pas tourné comme cela se doit. Et du coup, je me suis retrouvé avec ce que j'ai appelé un peu mon deuxième amour, qui est l'économie. Et pendant que je faisais l'économie, ayant failli perdre sa vie plusieurs fois dans nos hôpitaux à cause de certaines erreurs et de ce que je voyais, je me suis rendu compte en faisant économie qu'il y avait un volet économie de la santé et qui m'a suffisamment intéressé. Suffisamment. Et je dois le dire ici, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, que je tiens cela de mon frère aîné, qui est enseignant à l'université de Douala, qui est entomologiste médical, qui m'a beaucoup soutenu parce que lui, il est dans la lutte anti-vectorienne. Et du coup, mon premier sujet de recherche était sur le paludisme. Et c'est lui qui m'a fourni les tout premiers articles sur le paludisme que j'ai commencé à lire. J'ai conçu un projet de recherche et tout ce qui allait avec. Et ce travail m'a beaucoup apporté parce que j'ai fait une publication très importante aux presses universitaires de Laval au Canada avec un professeur agrégé du Canada qui avait été très intéressé par ce que je faisais. Et on a donc publié. Et c'est à ce moment que je m'étais rendu compte parce que, vous savez, la grande difficulté, c'était de savoir que j'étais en face de mes camarades et amis à l'université qui, eux, s'intéressaient en tant qu'économistes aux problèmes budgétaires, monétaires et tout le reste. Donc, vous voyez, c'est un peu ça le prestige des jeunes économistes qui, à un moment donné, rêvaient de travailler à la BEAC, de travailler à la Banque mondiale. Donc, c'était un peu ça. Et je me rappelle que c'était un peu difficile parfois de parler de mon domaine d'économie de la santé aux autres parce qu'ils ne s'y intéressaient véritablement pas. Mais j'ai pris ça comme étant un challenge parce que quand je me suis retourné, regardé un peu autour de moi et dans le pays et à l'extérieur, je me suis rendu compte que le domaine de l'économie de la santé n'est pas un domaine en fait qui est suffisamment connu. Ce n'est pas un domaine qui intéresse les gens. Alors pourquoi ne pas foncer là-dessus? Pourtant très important. Oui, très important, puisque c'est dans le domaine de l'économie de la santé qu'on élabore des politiques de santé, des politiques de renforcement des systèmes de santé, la gestion des financements de la santé et tout ce qui va avec, et puis même les évaluations des programmes de lutte contre les maladies. Donc vous voyez que c'est un domaine très important dans le cadre de la santé. Et du coup, quand je fais la première publication qui est suffisamment bien passée, qui m'a valu des félicitations des autres professeurs agrégés au Canada, je me suis rendu compte que je pouvais faire mieux. Et du coup, j'ai continué donc dans cette lancée. C'est après cela, c'est-à-dire qu'avant la sortie de mon premier ouvrage en février 2013, que j'ai eu l'idée de créer un institut de recherche. Institut de recherche pour la santé et le développement. À l'époque, c'était
je venais de finir un stage académique à l'Institut national de la statistique, où j'ai passé le temps à travailler dans des projets là-bas pour apprendre comment ça se fait de façon approfondie. Parce que lorsque vous sortez de l'université, vous avez une vision théorique des enquêtes et tout le reste. Donc je suis allé, vraiment j'ai appris et j'ai vu en quelque sorte des défaillances. À ce niveau, je me suis dit, à partir de ces défaillances, ou alors c'est pas des défaillances, mais juste qu'ils ont leur ligne, que je pouvais combler avec d'autres choses, avec un volet beaucoup plus accentué dans le domaine du développement et de la santé, en termes d'analyse, en termes de traitement de leurs données. Et du coup, j'ai eu donc cette idée de créer l'Institut de recherche pour la santé et le développement. Et je me rappelle à l'époque que je n'avais pas un sou pour légaliser la structure. Et le professeur agrégé avec qui j'avais écrit le premier ouvrage, qui d'ailleurs a préfacé le dernier, m'envoie un article qu'il devait présenter à une conférence au Maroc. Et il me demande si je peux rédiger cet article en 10 jours. Et pour moi, c'était une manière de pouvoir m'affirmer. Il ne m'avait jamais rien promis, je me disais je vais apprendre aussi à faire avec lui. Et c'est comme ça que je me mets dans la situation. Je rédige l'article en question en 7 jours. Alors, au 7e jour au soir, lorsqu'il m'écrit, il me dit « Est-ce que vous allez tenir les délais ?» Je lui dis « Professeur, j'ai fini, je suis en train de relire. » Il était émerveillé et il n'en croyait pas en fait. Quand j'ai envoyé l'article, il me dit « L'article est OK ». Et il ne dit plus rien. Le lendemain, il m'a envoyé de l'argent. Et c'est cet argent que j'ai dit, au lieu de faire autre chose avec, je préfère légaliser l'Institut de recherche pour la santé et le développement parce que j'ai une vision derrière qui va faire à ce que certaines choses puissent certainement bouger. Donc c'est comme ça que je me lance donc dans l'économie de la santé et je commence à faire des travaux de terrain avec mes amis de l'Institut de recherche pour la santé et le développement. Je fais un PhD en économie de la santé avec un sujet sur la résilience des systèmes de santé en Afrique dans la perspective de renforcement. Et puis maintenant, j'ai la chance justement que Dieu commence à véritablement mettre la main dans la chose parce que grâce au livre que j'avais écrit, je me retrouve dans le projet Fonds mondial, qui était un projet international à l'époque. Le Fonds mondial, il faut le rappeler, c'est eux qui financent le paludisme, sida, tuberculose. Ils avaient fait un projet dans lequel il était question d'évaluer l'optimalité de la gestion du financement alloué au paludisme. Et je me retrouve dans ce projet au Centre Pasteur, une expérience qui a été vraiment, je peux dire, très bénéfique pour moi. Parce que j'ai beaucoup appris également et j'ai découvert aussi beaucoup de choses dans le cadre de la lutte contre le paludisme dans notre pays. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire aux gens que nous ne luttons pas contre le paludisme au Cameroun pour le moment. Ce que nous faisons là, c'est pas la lutte contre le paludisme. Donc après ça, c'est après ça que j'ai eu le contrat avec la Banque mondiale. Donc vous voyez que ça a vraiment été jusque-là une passion qui est née du fait que je voulais être médecin et j'ai combiné l'économie à cela. Merci, Dr Albert Zé. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Ok, merci. Merci également de m'avoir invité sur votre prestigieux fauteuil rouge. On espère que vos recommandations vont arriver à bon port pour qu'on ait enfin une bonne santé au Cameroun. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. À jeudi prochain. Une